Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce Facebook Live numéro 27 du 25 mars 2025. Écoutez, très très heureux de vous retrouver ce soir une nouvelle fois en ce dernier mardi du mois. Vous dire que le dernier Facebook Live a rencontré un grand succès en termes de vues, puisque vous avez été plus de 3700 en direct ou en différé à regarder tout ou partie de ce Facebook Live avec plus de 100 personnes en simultané. C'est donc à la fois un encouragement pour moi à poursuivre ce type de rendez-vous qui, je le rappelle, est complémentaire avec tous les autres rendez-vous, les réunions de terrain, les réunions de quartier, et puis surtout toutes les rencontres que nous avons ensemble en ville, puisque vous savez effectivement que j'essaie d'y être très présent afin de pouvoir prendre le pouls et surtout répondre à vos questionnements et surtout pouvoir savoir un peu vos problématiques. Donc voilà. Alors, il s'est passé quand même un événement important depuis le dernier Facebook Live, c'est mon élection le 15 mars dernier comme maire d'Alès. Et si je commence comme ça, c'est pour vous remercier avant tout pour vos très 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 nombreux messages de félicitations reçus sur les réseaux sociaux ou en direct. Ça fait très chaud au cœur. Effectivement, vous savez que Max Roustan avait pris la décision lors des précédentes élections municipales de 2020 et vous l'avez annoncé avant ces élections, puisqu'il vous avait dit qu'il ne terminerait pas son mandat, mais qu'il me demandait de l'accompagner dans cette aventure et qu'en cours de mandat, et au plus tard un an avant la fin de ce mandat, il laisserait sa place de maire en démissionnant et proposerait mon élection pour lui succéder. C'est fait. Je voudrais, en ce début de Facebook Live, une nouvelle fois devant vous, bien sûr, le remercier pour cette confiance qu'il m'a témoignée. Et puis aussi, peut-être pour dire qu'au moment où un certain nombre de nos concitoyens remettent en cause la parole des hommes et des femmes politiques avec le terrible spectacle qu'ils donnent au niveau national, il y a encore des élus qui tiennent leur parole et tiennent leurs engagements, et je crois que c'est à noter. Les élus qui, malgré la difficulté, bien sûr, de quitter un tel mandat, Max Roustan a tenu à honorer cet engagement dans la fidélité, dans la loyauté, et pour ça, j'ai eu l'occasion, bien sûr, le 15 mars dernier, au Conseil municipal extraordinaire, de l'en remercier chaleureusement. J'en profite ici même ce soir pour le remercier à nouveau pour cette marque de confiance et surtout pour tenir ce qu'il vous avait dit. C'est donc à la fois quelque chose d'important pour moi, bien sûr. C'est important aussi pour la ville, puisque Max Roustan a été maire pendant 30 ans. Nous avons fêté le mois dernier les 30 années de mandat de Max Roustan et de celles et ceux qui l'ont accompagné. Vous le savez aussi, je l'ai rappelé et je le rappelle que j'accompagne Max Roustan depuis 1992, depuis 33 ans, que j'ai été son collaborateur avant les élections législatives, avant les municipales de 95, puisqu'il souhaitait en me recrutant que je l'accompagne pour être député en 93, puis maire en 95. J'ai été son premier directeur de cabinet, il me l'a demandé, puis son directeur général des services de la ville, de l'agglomération, et enfin, en 2020, comme il l'avait annoncé, son premier adjoint et président de l'agglomération. C'est donc 30 années de travail, 30 années qui ne se referment pas. Max Roustan l'a dit, je le redis, c'est pas un livre qui se ferme, c'est une page qui se tourne. Max Roustan continue à m'accompagner. J'ai souhaité qu'il soit mon premier adjoint, qu'il occupe à mes côtés des fonctions importantes et effectivement, c'est le cas. J'ai aussi souhaité maintenir le fonctionnement du groupe majoritaire tel qu'il était. Il n'y a pas de révolution, puisque vous savez que ce mandat, comme les précédents, nous l'avons organisé ensemble, Max Roustan et moi-même. Et c'est donc dans la continuité que nous allons poursuivre et finir ce mandat dans un an, puisque vous le savez aussi, je pense, en 2026, il y aura des élections municipales. Nous en reparlerons dans d'autres lieux. Ce sera l'occasion de vous présenter à la fois un bilan de ces 6 années, et puis surtout aussi de vous présenter un projet pour les 6 prochaines. Et j'aurai l'occasion, pas ici, pas dans le Facebook Live d'ailleurs, mais bien sûr dans d'autres lieux, dans d'autres rendez-vous, de vous présenter ma vision pour Alès pour les prochaines années. Et je veux vous le redire ce soir. Je suis plus que persuadé que Alès a une carte à jouer extraordinaire, que ce territoire est rempli d'opportunités, d'atouts,
que ses habitants sont des personnes exceptionnelles, que le Cévenol est une personne attachante, une personne engagée, une personne résistante. Les Cévenols sont des personnes qui, certes, ont un caractère bien trempé, mais sont des personnes aussi très engagées et qui aiment leur ville, qui aiment leur territoire, tout comme moi, puisque vous le savez, j'ai eu l'occasion là aussi de le rappeler, j'aime Alès, j'aime les Alésiennes, les Alésiens, j'aime Alès Agglomération, parce qu'ici, tout est possible. Dans ce sud ingénieux, nous avons la possibilité ensemble de construire un avenir qui permettra au plus grand nombre d'avoir au cours des années une amélioration de leur qualité de vie dans tous les domaines. Bien sûr le logement, bien sûr les mobilités, le développement économique, mais aussi la proximité, mais aussi les festivités, la culture, le sport, et j'en oublie et j'en passe. Oui, depuis plus de 30 ans, c'est dans tous ces domaines que nous intervenons, que Max Rostand et nous-mêmes intervenons, et j'ose le croire, puisque vous me le dites assez régulièrement dans la rue, vous nous l'avez dit aussi le 25 février dernier à l'occasion de cette fête des 30 ans de mandat. Aujourd'hui, en 2025, nous vivons mieux à l'Est que dans les années précédentes, malgré les problématiques qui ne nous épargnent pas plus qu'ailleurs, malgré la crise que nous vivons, malgré le contexte international, malgré les comment dire les sentiments aujourd'hui de nos concitoyens, les difficultés en matière de sécurité, en matière de santé. Oui, c'est vrai que quand on regarde régulièrement, quotidiennement, les émissions des télévisions, les journaux télévisés, les émissions diverses et variées, les chaînes d'information en continu, ou plutôt d'ailleurs parfois de désinformation en continu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons d'être inquiet pour l'avenir. Moi, ce que je veux vous dire aussi, je l'ai eu l'occasion de le dire le 15, je vous le redis, moi j'ai foi en l'avenir, je pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et je pense qu'effectivement que rien dans la vie n'est inéluctable. Le pire n'est jamais sûr. Et dans ce sud ingénieux, dans ce territoire d'Alès Agglomération, ensemble, tous ensemble, nous avons possibilité d'inventer des modèles qui ne sont copies de rien. Nous l'avons fait au cours de ces 30 dernières années. Et je suis persuadé que nous allons poursuivre dans cette dynamique parce que, vous le savez, je le dis aussi, en tant que maire d'Alès, en tant que président d'Alès Agglomération, je suis dépositaire temporaire de ce pouvoir de changer les choses. Mais si je change les choses, c'est avant tout pour vous, pour chacun d'entre vous, et en tout cas, c'est l'image et surtout comment dire, la raison de ce poste de maire. Et nous savons aujourd'hui, les élus locaux ont une vie pas très simple, compliquée. Les personnes sont de plus en plus agressives, parfois, malheureusement, sont de plus en plus exigeantes. Mais je crois qu'aujourd'hui, s'engager pour servir un territoire, servir ses habitants, c'est une fonction noble, et j'espère que beaucoup d'entre vous auront aussi l'envie de s'engager. Ça peut être dans le monde associatif, ça peut être bien sûr en politique, ça peut être tout simplement au service des autres. Et c'est là aussi ce que je souhaite pour les mois prochains, pour les années prochaines, que nous poursuivions ce travail en commun, comme nous le faisons sur Alès Agglomération. Nous allons voter dans quelques jours les budgets de la ville d'Alès et d'Alès Agglomération. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur ces budgets, parce que, vous le savez, les temps sont durs pour les finances publiques, et dans l'émission qui sera diffusée mardi prochain à la même heure sur tous les réseaux d'Alès Agglomération, sur YouTube, il y aura un plateau qui sera l'occasion aussi de vous donner quelques éléments sur ces finances publiques dont je parle souvent parce qu'elles sont essentielles. Elles sont essentielles pour porter des politiques publiques, elles sont essentielles pour porter des investissements. Et le fait d'avoir des finances publiques, aussi bien sur la ville que sur l'agglomération, saines, grâce à cette bonne gestion que nous avons mis en place ces 30 dernières années, que grâce à ce qu'on appelle l'excédent global de clôture, le fameux fonds de roulement que nous avons mis de côté, je peux vous annoncer d'ores et déjà que je proposerai aux élus, à la mairie d'Alès, le 7 avril prochain, à Alès Agglomération, quelques jours plus tard, de voter un budget 2025 qui nous permettra de maintenir tous ces services publics que nous avons développés ces dernières années, de maintenir les investissements que nous avions promis lors de la campagne de 2020, c'est-à-dire poursuivre ce plan pluriannuel d'investissement, tout en, bien sûr, maintenant les subventions, et ça, peu de villes et peu d'agglomérations le maintiennent en France.
au niveau de la culture, au niveau du sport, bien sûr, parce que je ne souhaite pas aujourd'hui que les décisions de Paris, les décisions qui tendent aujourd'hui à prendre aux collectivités locales qui, elles, sont bien gérées de plus en plus d'argent, impactent les associations et surtout la vie sociale, la vie culturelle, la vie sportive, la vie économique d'un territoire. Et donc cette année, je proposerai un budget qui maintient ces politiques publiques, tout cela avec un maintien de la fiscalité. Oui, c'est vrai qu'en 2025, beaucoup de communes, beaucoup d'intercommunalités, de départements, de régions se posent la question d'augmenter la fiscalité pour compenser ces pertes de l'État. Mais ici, grâce là aussi à 30 années de gestion qui nous ont permis petit à petit de remplir notre bas de laine, nous allons poursuivre et pouvoir poursuivre ce projet. C'est pas un mince exploit. Je veux que vous en soyez persuadés, avec plus de 4 milliards d'euros qui ont été prélevés aux collectivités locales, avec cette année, pour la ville comme pour l'agglo, moins d'augmentation des recettes que d'augmentation des dépenses à périmètre constant. Il faut aujourd'hui, comment dire, avoir une bonne santé financière pour pouvoir tenir cet engagement que nous avons pris ensemble et pour lequel vous nous avez fait en 2020, je le rappelle aussi, très largement confiance, avec près de 57% des voix dès le premier tour, c'est-à-dire que vous aviez souhaité la mise en œuvre du projet présenté par Max Roustan, moi-même et l'ensemble de celles et ceux qui nous avaient accompagnés. Voilà quelques mots pour vous dire. J'aurai l'occasion peut-être de rentrer un peu plus dans les détails la semaine prochaine dans l'émission pour vous donner peut-être un peu plus d'éléments, sachant que les défis qui s'offrent à nous sont énormissimes, énormissimes, avec l'augmentation de la réglementation permanente, l'augmentation des lois permanentes, aussi bien par exemple, du côté environnemental, avec le problème de la gestion de nos ordures ménagères, qui coûte de plus en plus cher chaque année, et pour lesquels il va falloir continuer à faire des efforts. En matière de l'eau, de l'assainissement, j'ai eu l'occasion il y a quelques jours de m'exprimer devant les élus et les professionnels du cycle de l'eau à Montpellier dans un congrès pour dire tous les enjeux et toutes les problématiques qui se posent au territoire aujourd'hui et demain, avec des centaines de millions d'euros qu'il nous faudra investir pour répondre là aussi à l'augmentation des réglementations européennes, des réglementations nationales, et tout cela, bien sûr, avec des baisses de dotation, donc des baisses de ressources. Vous voyez, il y a des équations extrêmement complexes aujourd'hui pour nous, les élus locaux, et quand on se compare, je dirais, on se rassure. Je regarde quelques départements, quelques villes, quelques intercommunalités autour de nous ou un peu plus loin. Beaucoup ne sont pas en capacité de tenir cette équation-là sans baisser drastiquement les subventions. On a vu des régions, des départements baisser jusqu'à 100% les aides aux associations culturelles. On a vu des départements baisser à la fois l'argent mis dans les investissements, dans les routes, dans les collèges. On a vu des régions baisser aussi les investissements dans ces équipements-là. Je crois qu'en 2025, là aussi, par rapport aux défis qui nous attendent, nous ne pouvons pas couper et diminuer les investissements. Parce que les investissements, sont des emplois directs, ce sont les entreprises qui investissent et qui, globalement, grâce à ces investissements, peuvent continuer d'employer. Et ça maintient une activité économique, ça permet de diminuer là aussi le chômage. Et puis, il y a beaucoup de travaux, comme les rénovations énergétiques, comme la création de nouveaux équipements, qui sont aujourd'hui soit obsolètes, soit qui ne répondent plus à vos attentes, aux attentes des citoyens. Il nous faut continuer d'investir. Je rappelle aussi, par exemple, que les collectivités, les communes, les intercommunalités, mais les régions et les départements portent quasiment 75% de l'investissement public à travers les routes, à travers les équipements, les médiathèques, les écoles, les collèges, les lycées. Tout cela, ça crée l'activité, ça crée de l'emploi et surtout, ça nous donne aujourd'hui une qualité de vie meilleure. Alors ces investissements, on va le voir dans quelques semaines. J'ai vu que j'avais des questions encore pour celles et ceux qui m'en ont posé avant le début de cette émission sur les travaux en cours, sur la ville d'Alès notamment, mais pas que, avec les Halles de l'Abbaye, dont vous pouvez vous apercevoir quotidiennement de l'avancée si vous passez pas loin de ce chantier-là, sur la Grand Rue Jean Moulin et sur beaucoup d'autres choses. Pour celles et ceux qui, sur la route, croisent les entreprises, qui changent nos réseaux, qui mettent à la place des réseaux anciens et parfois en amiante ciment, parfois dans des
dans des matériaux qui ne sont plus acceptés ou acceptables, c'est là aussi des dizaines de millions d'euros. C'est plus de 20 millions d'euros chaque année que nous investissons dans nos stations d'épuration, dans nos tuyaux d'eau, pour travailler sur les fuites, pour travailler sur la qualité des rejets, pour préserver le milieu. Voilà, tout ça, ça fait partie de nos missions, puisque j'aurai l'occasion sûrement de le réexpliquer également. Ce qu'on appelle communément le bloc communal, à savoir les communes et les intercommunalités ensemble, hein, nous nous occupons du quotidien. Nous nous occupons quasiment, bien sûr, de la qualité de vie, mais nous nous occupons aussi, bien sûr, de tout ce qui fait le quotidien, de l'éducation, à la culture, bien sûr au développement économique, aux mobilités, qu'elles soient douces, qu'elles soient actives, avec les voies cyclistes. Voilà. Et pour autant, c'est vrai qu'un territoire comme celui d'Alès Agglomération n'a pas les milliards nécessaires pour faire tout ce que j'aimerais faire, pour vous être agréable, pour tout ce que vous souhaiteriez que nous mettions en œuvre. Mais effectivement, nous y allons petit à petit dans un plan pluriannuel d'investissement qui nous permet de garantir notre santé financière d'un côté, sans augmenter la fiscalité, et de l'autre côté, améliorer votre vie. Voilà globalement cette équation, mais il faut que ensemble nous ayons conscience que la France, notre beau pays qu'est la France, vit grâce à ces investissements et grâce surtout aux collectivités locales qui nous permettent d'avancer. Voilà en préambule ce que je voulais vous dire aussi pour répondre là aussi à des questions globalement que j'ai reçues, notamment sur ces travaux. Rassurez-vous, hein, dès que tous ces travaux seront inaugurés, marché de l'Abbaye, on part sur fin juin. Voilà, à l'heure où on est, j'y passe tous les jours sur le chantier pour m'assurer de la bonne conduite de ce chantier. J'ai amené vendredi dernier l'ensemble des étaliers qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt et qui vont s'y installer dans quelques semaines maintenant. Je crois que nous aurons là un marché assez exceptionnel et qu'il nous faudra faire vivre. Là aussi, 12 millions, 13 millions d'euros de travaux pour refaire un parking, pour refaire le marché, ben, ce sera à chacun d'entre nous de faire vivre ce marché en y venant, en y achetant et puis surtout en parlant positivement pour que de très loin aussi, comme c'est le cas pour d'autres villes, on puisse venir découvrir ce magnifique équipement lorsqu'il va ouvrir. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce préambule que je tenais à vous faire, et je vous parlerai bien sûr, dès qu'on y verra plus clair, de la date d'inauguration, ou de la date d'ouverture en l'occurrence. Voilà, je vous le disais, ce jeudi, après-demain, la nouvelle réunion de quartier. Nous serons, avec Max Roustan et avec tous les élus présents sur le quartier de Bruèche-Croupillac. Je vous rappelle que nous arrivons le matin vers 7h30, 8h moins le quart. On vous donne un point de rendez-vous. On échange autour d'un petit café et puis on va ensuite déambuler dans le quartier sur des points fixés de rendez-vous, mais je vous rappelle aussi que vous pouvez nous arrêter. Nous sommes dans un bus tout à fait reconnaissable, dans un minibus. Vous pouvez nous arrêter et accompagner des services. Nous répondrons à vos questions ou nous prendrons vos remarques lorsque nous ne pourrons pas y répondre directement. Alors, et les questions commencent à tourner. Donc Fred Galera, très compliqué pour se garer en ville, entre les travaux, les parkings supprimés, plus ça va, plus les boutiques du centre-ville ferment les unes après les autres. Que pensez-vous pour faire atterrir les consommateurs et revenir dépenser dans le centre-ville? Alors cher Fred, c'est une excellente question. Je dirais presque que c'est aujourd'hui la problématique majeure des villes en général, d'Alès en particulier. Effectivement, qui est lié à un système très conjoncturel, c'est les travaux actuellement en ville. Et puis, c'est lié aussi à l'évolution de manière plus structurelle de la consommation de nos concitoyens partout en France. Vous savez, je pense être assez spécialiste de cette vie des cœurs de ville, du commerce de cœur de ville. Je suis beaucoup intervenu, on a beaucoup regardé à l'extérieur ce qui se passait. Ce qu'on peut convenir globalement, et c'est pas une excuse quand je vous dis ça, c'est que le commerce de proximité et le commerce de cœur de ville souffrent aujourd'hui dans notre pays. Les raisons, on les connaît, hein, augmentation bien sûr du commerce par Internet, mais également problème de pouvoir d'achat.
morale des Françaises et des Français, le fameux reuse, comme ils disent, c'est-à-dire la seconde main, avec tous les sites qui se développent. Donc tout ça, aujourd'hui, il y a une baisse très sensible en France sur la consommation. Alors, d'un côté, on peut se réjouir, puisque c'est vrai que la baisse de consommation permet de protéger notre environnement, et d'un autre côté, on peut s'inquiéter, parce que la baisse de consommation, effectivement, impacte directement les commerces. Donc ici comme ailleurs, il y a des commerces qui prennent de plein fouet cette baisse de la consommation et donc qui impactent certains commerces. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'ici comme ailleurs, les principales boutiques qui ont été impactées et celles qui ont fermé en plus grand nombre, ce sont les franchises. Et les franchises, c'était pas par rapport à ce qu'elles vivaient sur la ville d'Alès. C'est au niveau national, avec le changement de mode de consommation, il y a des franchises, on peut citer Camailleux, on peut citer d'autres franchises effectivement, qui ont fermé faute de clients au niveau national. Vous voyez bien que ça dépasse largement Alès. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça veut juste dire aujourd'hui qu'il faut savoir regarder. Ensuite, effectivement, les travaux, principalement, on va dire les travaux de l'abbaye, je veux vous le redire aussi, chers amis, c'est pas par plaisir qu'on a refait les halles de l'abbaye. Les halles de l'abbaye qui avaient été inaugurées en 93 étaient dans un état qui ne permettait plus leur maintien en fonctionnement. Il a fallu fermer les halles de l'abbaye pour beaucoup de problèmes techniques. Ces halles, pour des raisons diverses et variées, c'était juste avant qu'on arrive, c'est pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est une réalité, avaient subi les attaques du temps et faisant en sorte que, d'un point de vue d'hygiène, d'un point de vue de fonctionnement, elles ne correspondaient plus aux attentes. Donc ça, c'est une première chose, avec une désaffection les derniers mois des acheteurs au niveau de l'abbaye. Et puis ensuite, il y avait le parking. Vous parlez du stationnement. Je rappelle que le parking de l'abbaye, c'est pas par plaisir, non seulement que nous l'avons fermé, puisque c'est pas nous, c'est d'ailleurs le sous-préfet qui a fermé ce parking pour des questions entre guillemets potentielles de sécurité sur les structures, là aussi qui avaient une trentaine d'années, c'était pas tellement normal, on va dire, mais enfin bon, c'est une réalité, et donc ils nous ont conduits à faire beaucoup d'investissements pour sécuriser ce parking. Ce que je peux vous dire ce soir de façon sûre et définitive, c'est qu'à l'heure où nous parlons, les travaux de gros œuvres dans le parking sont terminés. Nous sommes rentrés dans la phase d'aménagement, c'est-à-dire de peinture, les problèmes d'électricité qui sont quasiment terminés, les problèmes ce qu'on appelle de SSI, c'est-à-dire le système de sécurité incendie, qui sont en train d'être mis en place. Donc le parking de l'abbaye rouvrira ses portes au plus tard le 15 juin 2025, donc dans quelques mois maintenant, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte qu'il ouvre le plus tôt possible. Si c'est avant, ça sera avant, et j'ai pris la décision d'ouvrir ce parking, même avant les halles, si il était prêt avant que nous ayons terminé l'aménagement du marché. Voilà. Et cette ouverture du parking de l'abbaye aura aussi pour conséquence, avec la fermeture du marché provisoire place de la mairie, de rouvrir également, quelques jours après, le parking sous la place de la mairie. Donc d'un coup d'un seul, on va retrouver 450 places de stationnement supplémentaires, ce qui nous tarde, hein, comme vous ne croyez pas que par plaisir, effectivement, nous avons plus ces parkings, et donc ça réaugmentera d'un coup d'un seul de 10% le nombre de places de stationnement. Je veux vous redire, puisque c'est une question à la fois récurrente, un peu à mon avis parfois exagérée, mais il y a 4500 places de stationnement sur la ville d'Alès. 4500 places de stationnement. Avec des tarifs de stationnement qui sont parmi les moins chers de France. Avec moins d'une heure, c'est gratuit partout. Avec des parkings gratuits au champ de foire, avec des parkings quasiment gratuits au Gardon, et avec les navettes gratuites qui permettent à celles et ceux qui ne veulent pas payer le parking et donc se garer au champ de foire de pouvoir, de 7h du matin à 19h, venir en ville gratuitement dans des navettes électriques. C'est pas mal. Peu de villes aujourd'hui, et j'aimerais que vous en soyez persuadés, peuvent se targuer d'avoir et autant de places de parking et de tels tarifs de parking et des navettes qui vous amènent partout en cœur de ville. Les 3 navettes de couleur électrique, bleu, jaune et orange vous permettent aujourd'hui de naviguer dans tout le centre-ville. Donc on peut se déplacer. Il faut aussi quelque part que nous ayons comment dire, une communication positive. Après, c'est vrai qu'il y a la Grand Rue Jean Moulin. La Grand Rue Jean Moulin est en travaux. Donc qui dit travaux dit là aussi difficultés pendant les travaux. C'est normal. Simplement, là aussi, je vais être clair, la Grande Rue Jean Moulin, il y a des lois dans ce pays,
C'est-à-dire qu'on a restructuré totalement un certain nombre d'appartements des logis Seminole, l'écopropriété et bien sûr l'espace public. Et cet espace public, en étant restructuré, doit faire la part belle aux mobilités actives, ce qu'on appelle les piétons, les poussettes, mais aussi les vélos, et puis aussi laisser le moins de place possible à la voiture, mais nous avons garanti la place de la voiture. Je veux dire aussi, puisqu'on les compte une par une, contrairement peut-être là aussi à des idées reçues ou à ce que certains veulent véhiculer, si on parle des places officielles, c'est-à-dire celles qui existaient officiellement sur la Grand Jean Moulin, avant et après les travaux, entre celles que nous avons recréées au Square Sauvage, entre celles que nous avons maintenues, et nous allons en créer encore de nouvelles sur le dernier tronçon, dans le dernier tronçon du début de la Grand Rue Jean Moulin. Il y a autant de places après les travaux qu'avant. Alors je sais que certains vont m'objecter que depuis quelque temps et que les logis Seminole ont fermé les parkings qui étaient sur le côté droit entre la rue de la Meunière et la rue du Commandant Audibert, les gens se garaient dessus. Mais c'était pas des parkings, c'était un trottoir. Et nous avons laissé les personnes se garer sur le trottoir sans trop rien dire, gratuitement. Voilà. Et quand on lance ces travaux, ça n'a pas vocation à devenir un parking, ça a vocation à devenir aussi des espaces verts. Parce que ce que je veux redire aussi, chers amis, c'est que chaque habitant de la Grand Rue Jean Moulin a la possibilité de se garer, pour celles et ceux qui ont une voiture, qu'ils soient des propriétés privées ou du côté logis Seminole. Et globalement, ça ne devient pas un parking public. Il y a des personnes qui habitent, c'est le plus grand quartier de mixité sociale de la ville d'Alès. C'est pas un parking public. Et ces espaces verts que nous avons créés, qui vont faire de cette rue une rue magnifique, ont aussi pour vocation de répondre à l'enjeu aujourd'hui de renaturation, à l'enjeu de la chaleur en ville. Quand nous faisons tous ces espaces verts, c'est pas pour faire des espaces verts uniquement. Les espaces verts sont la conséquence aujourd'hui de l'évolution de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. C'est-à-dire que pour que demain on puisse continuer à vivre en ville, il va falloir créer ces espaces de fraîcheur. Et cette fraîcheur est apportée par la nature. Et donc nous sommes dans l'obligation réglementaire, légale, mais aussi politique, de permettre à celles et ceux qui habitent dans cette rue-là d'avoir une vie le plus agréable possible. C'est en ça. Et donc, dire qu'on ne peut pas se garer sur la ville d'Alès, c'est pas la réalité. Dire que les travaux gênent, c'est vrai. Et dire qu'aujourd'hui, nous avons été impactés par les travaux, c'est vrai, vous avez raison. Mais fin juin, disons début juillet, tout cela sera un mauvais souvenir, les travaux, mais l'avenir que nous proposons à celles et ceux qui habitent dans cette grande rue Jean Moulin, et on voit bien d'ailleurs, enfin, il ne se passe pas un jour sans que je n'y sois, et toutes les personnes qui habitent et que je croise sont ravis de voir cet équipement. Mais je crois aussi que ça va avec l'évolution des choses. Et donc, effectivement, vous voyez, le problème du stationnement, c'est une réalité. Après, c'est sûr que si on veut avoir une place de stationnement pour stationner devant la boutique dans laquelle on compte aller, en fait, ça n'existe nulle part. Ça n'a jamais existé, ni à l'Est ni ailleurs. Ça veut dire que quelque part, c'est la raison pour laquelle nous avons mis, vous savez, ça coûte quasiment 1 million d'euros par an à la ville, ces navettes gratuites. Et ce million, ça permet en fait que si nous ne souhaitons pas marcher ou nous ne pouvons pas marcher, grâce à ces navettes, on nous emmène partout en ville. Et donc, ça fait partie aussi de l'évolution de la vie. Mais il faut bien comprendre une chose aussi. Rappelez-vous, chers amis, en 1995, la ville perdait à peu près 1000 habitants par an. Nous étions passés dans les années 70-75, juste avant la fermeture des mines, de 45 000 habitants à 39 096 exactement. On avait perdu 5 000 habitants. Il y avait donc une diminution. Depuis, nous avons refait le chemin inverse grâce à tout ce travail, je pense, et à la qualité de la ville que nous avons su mettre en place. Ben, nous avons repris 5 000 habitants. Et ces 5 000 habitants, en plus, ils sont revenus vers le cœur de ville. Et oui, parce que la nouvelle tendance, c'est moins d'avoir sa maison avec sa piscine à 10 km des centres-villes, c'est plutôt de vivre en centre-ville. C'est une nouvelle tendance, laquelle c'est pas moi qui la décide, cette tendance. C'est les habitants qui décident aujourd'hui d'aller vers les cœurs de ville parce qu'on y trouve les commerces, les services, les choses comme ça. Et donc, effectivement, 5 000 personnes de plus en ville, c'est plus de circulation, c'est donc moins de places de stationnement aussi. C'est une des conséquences. Mais je vais pas mettre des barbelés autour de la ville d'Alès. Ça n'a pas le droit. Et puis, je souhaite pas le faire. Après, je ne souhaite pas non plus qu'on prenne encore 5-10 000 habitants et qu'on n'arrive plus à circuler dans cette ville. Il faut le juste milieu, le bon sens. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer. Et j'aimerais vous en persuader. Il n'y a pas moins
de places qu'auparavant. Il y en a même plus qu'en 95. Si on avait le temps, je vous réexpliquerai, lorsqu'en 96, nous avons privatisé, ou municipalisé, pardon, municipalisé, c'est le contraire, les parkings. Nos prédécesseurs avaient privatisé les parkings, le marché, à une société privée qui s'appelait la SAPX, pardon, qui avait construit notamment le marché de la BI. Et dans ce contrat de privatisation, il était prévu chaque année, bien sûr, une hausse annuelle des tarifs, la création de 1000 nouvelles places de stationnement payant, c'est-à-dire on passait du stationnement gratuit en stationnement payant, et le paiement entre midi et 2. Et si nous n'avions rien fait à l'époque, en 97, si nous n'avions pas coupé ce contrat, aujourd'hui, le stationnement coûterait peut-être 3-4 fois plus cher, il y aurait encore plus, il y aurait que des places parking payantes, et vous paieriez dans vos impôts de quoi payer ces sociétés privées. Nous avons fait le choix de municipaliser, ce qui nous a permis de baisser considérablement. Je vous donne juste un chiffre dont il faut que vous ayez conscience. En 2017, après les États généraux du cœur de ville, et où nous avons tous travaillé, je regarde l'heure parce que nous avons tous travaillé pour mettre en place ces 38 actions qui sont quasiment aujourd'hui toutes terminées. Globalement, nous avions décidé ensemble de baisser le prix des stationnements. D'un coup d'un seul, la baisse à moins d'une heure c'est gratuit, c'était le cas en 2017 comme aujourd'hui, nous a fait perdre 700 000 euros de ressources. Donc nous avons rendu en 2017, c'était il y a 7 ans, 700 000 euros de pouvoir d'achat aux automobilistes et aux usagers du cœur de ville. Mais du coup aussi, la conséquence, et je l'explique depuis des années, parce que c'est ici comme ailleurs, moins le parking est cher, plus les gens restent. Et donc moins on trouve de place pour se garer. C'est pour ça que, vous savez, tout est compliqué. Une décision, quand on la prend, ça a des conséquences. Il faut regarder toutes les conséquences. On baisse le parking, on permet à plus de gens de pouvoir se garer, mais les gens restent plus longtemps parce que c'est moins cher, et donc il y a moins de place pour les autres. C'est une logique. Alors, est-ce qu'il faut doubler, tripler de places de parking pour faire de la rotation? Je ne le crois pas, et je ne le souhaite pas. Mais voilà, il faut avoir cette conscience-là, en tout état de cause. Et puis, entre-temps, nous avons quand même construit le parking de la place des Martyrs de la Résistance. Et nous avons racheté le Centrales. Donc, en 10 ans, nous rénovons le parking de l'abbaye, nous avons restructuré et rendu au public le parking du Centre-Est, qui était à la fois, à l'époque, quasiment tout privatisé pour les habitants du Centre-Est et pour quelques abonnés, et nous avons créé le parking de la place des Martyrs de la Résistance. C'est plus de 1200 places supplémentaires en structure, en plein cœur de ville. Vous voyez, ça veut dire que moi, je veux bien toutes les critiques, et je les prends, je les écoute, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a une vraie politique aujourd'hui que peu de villes ont faite, et rien n'est parfait dans ce bas monde. Et on va essayer continuellement d'améliorer la vie. Mais on peut aujourd'hui se garer, certes parfois difficilement, mais quand vous avez près de 20 millions de personnes qui viennent en ville chaque année, c'est une nouveauté. À l'époque, dans les années 90-2000, il y avait 7-8 millions de personnes d'après les estimations qui ont été faites par MyTraffic. On a presque doublé. Parce que donc, les gens viennent plus en ville. Au théâtre, à l'école, au lycée, pour travailler, et dans les commerces, et pour les festivités. Et bien donc, c'est vrai qu'effectivement, ça remplit un peu les parkings. Mais je crois que quand on se compare avec d'autres villes, quelque part, on se rassure. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Quant au commerce, je ne veux pas éluder la question. Effectivement, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, il y a un changement de mode de consommation. Donc ça impacte les commerces. Vous savez que je suis un ardent défenseur des commerces de cœur de ville, mais j'ai envie de vous dire, les amis, c'est collectivement qu'on va sauver les commerces. Si on fait en sorte de plus consommer dans les commerces au lieu d'aller sur Internet, si on fait en sorte de plus consommer dans les commerces du cœur de ville que d'aller à Montpellier ou à Nîmes, on va sauver ces commerces. Et donc oui, il y a eu des boutiques qui ont fermé. On en tient la liste, et j'en tiens la liste avec nos managers du cœur de ville. Ce sont des décisions des commerçants. Ce sont des décisions qui sont liées généralement à des départs en retraite parfois, à des hausses de loyers qui sont pas supportables, à des baisses de chiffre d'affaires, à des fatigues, à des maladies. Mais parallèlement, je veux vous le dire aussi, il y a des reprises, il y a des installations. Sur 2024 et 2025, malgré la fermeture de certains commerces, nous avons eu 30 créations de commerces, 11 déménagements et ou agrandissements et 15 reprises de commerce. Vous voyez, les 15 reprises, ils existaient avant, mais ils sont maintenus, ils n'ont donc pas fermé. Mais 30 et 15, et 11, ça fait 41. Je les recevrai d'ailleurs dans quelques jours pour voir avec eux un peu leurs problématiques. Donc oui, effectivement, le commerce souffre, mais là aussi, sans dévoiler de secret, parce que j'en ai pas le droit. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous avons une dizaine de boutiques, donc de franchises nationales, qui s'intéressent à Alès grâce à tout ce que je vous ai dit. Ils regardent les chiffres, ils regardent la qualité de la ville, ils regardent les chiffres d'affaires avec la Banque de France et ils choisissent pour l'instant Alès. Il y en a 2 qui ont signé,
vous verrez dans quelques jours lesquels, et il y en a une dizaine aujourd'hui avec lesquels nous sommes en pourparlers. Mais pour qu'ils s'installent, il y a au moins 2 conditions. Et la première, c'est de trouver des locaux avec des loyers acceptables. Et donc là aussi, il faut que chacun fasse un effort, que les propriétaires n'aient pas des baux insensés, et que quelque part, la ville mette les conditions sur la communication. Et nous continuerons à communiquer. Vous verrez que l'ouverture du marché fin juin va doper, et j'espère en tout cas permettre là aussi à d'autres commerces de se développer. Et en tout cas, je suis un ardent défenseur et je voudrais féliciter celles et ceux qui aujourd'hui continuent à se bouger pour développer leur activité. Bon, mais j'ai pas mal de questions sur tout ça, donc je les ai regroupées. Alors, Slim Bessa, développer le bus dans toute l'agglo, surtout après 18 heures et au moins 20 heures. Oui, là aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord, vous savez, j'ai développé considérablement depuis mon élection à la présidence du syndicat mixte des transports du bassin d'Alès, donc qui gère les bus, allez-y, en bus, depuis 2020. J'ai considérablement développé les fréquences, les lignes. C'est 17 millions d'euros par an. Ce qu'on paye dans nos billets, quand les usagers, c'est moins de 10%. D'accord? C'est qu'à un moment, là aussi, il faut de l'argent pour développer. Un bus, ça coûte excessivement cher. Et c'est vrai qu'on essaie de joindre, d'analyser les besoins et de regarder, de ne pas mettre un bus pour 2 personnes. Ça n'a pas de sens, ni écologique, ni économique. Donc on y travaille, je vous promets qu'on va continuer à développer autant que faire se peut. Là, par exemple, au Brésil, on était en réunion de quartier, on s'est aperçu que, effectivement, c'est un des quartiers d'Alès dans lequel il manque le plus de fréquences. Je fais travailler les services aujourd'hui pour voir comment renforcer la fréquence de certains bus pour que, quand on habite au Brésil, au Bas-Brésil, on puisse venir en centre-ville. Et dans quelques jours, je pense que j'annoncerai aux habitants des bonnes nouvelles. Association Les Coups de Pouce de Bruno. Bonjour Monsieur le maire, il manque considérablement de place dans les cantines périscolaires, dans les centres de loisirs pour les enfants malades et en situation de handicap, mais aussi pour leur fratrie, afin que les parents puissent aller travailler, afin de sortir de l'isolement et gagner financièrement. Les inscrire dans ces structures, c'est un vrai parcours du combattant. Ma question, est-ce que la mairie a quelque chose pour remédier, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour votre retour. Alors, cher Bruno, ou association Les Coups de Pouce de Bruno, c'est un problème majeur. Pour moi, vous savez, les enfants, bien sûr l'école, l'éducation en général et les études. J'ai mis en place un conseil de l'enseignement supérieur pour essayer de développer là aussi des structures qui permettent à nos jeunes de rester sur Alès, les centres de loisirs, les crèches, tout ce qui effectivement est nécessaire pour permettre une belle qualité de vie aux familles et aux enfants. Et notamment, bien sûr, je le dis, aux enfants en situation de handicap pour un certain nombre d'entre eux. Là aussi, aujourd'hui, ouvrir un centre de loisirs, ouvrir des crèches, ça coûte excessivement cher. Mais c'est un bel investissement. Nous avons un contrat avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale. J'ai signé une CTG avec eux qui nous autorise ou non l'ouverture de places, qui finance pour partie, sachant que le reste à charge pour les familles est extrêmement faible, mais c'est toujours important, mais c'est extrêmement faible. Et je peux vous garantir que là, dans le budget de l'agglomération, j'ai pris la décision de proposer aux élus dans quelques jours de lancer 2 centres de loisirs, un à Saint-Julien-les-Rosiers, l'autre autour de Méjeanne pour le sud, là, si on arrive à les trouver, de pouvoir ouvrir des places pour avoir plus d'enfants. Et après, vous avez raison. J'ai un gros souci, je pense qu'on partage ce gros souci, c'est la difficulté pour les familles de s'inscrire. Mais là aussi, c'est un grand débat. Parce que du coup, vous savez qu'on est obligé de passer par un certain nombre de logiciels pour que les partenaires, la CAF et tout ça, puissent là aussi avoir une vision, puisqu'ils nous financent des postes. Et donc parfois, et je suis là aussi en total désaccord, et j'ai demandé au service depuis déjà quelques années de travailler pour l'amélioration de ce service, pour faire en sorte que certains ne squattent pas les places. Parce que vous savez, le plus simple, on ne sait pas, hop, on réserve les places, on paye à la limite pour ceux qui ont les moyens, et puis on ne met pas toujours les enfants. Et quand on ne met pas les enfants, eh ben, on n'arrive pas, effectivement, ça fait des places en moins pour les autres. C'est inacceptable. Je ne peux pas accepter cela. C'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui pour trouver des systèmes pour réserver les places uniquement à celles et ceux qui en ont besoin. Alors bien sûr, on peut avoir des enfants malades et tout ça, ça se traite. On inscrit un enfant, le matin il est malade, on ne le met pas au centre de loisirs. On est d'accord. Tout ça, ça se règle. Mais on ne peut pas aujourd'hui bloquer des places. Et on s'aperçoit aujourd'hui, dans le taux de fréquentation, qu'on arrive, je ne sais plus le chiffre en tête, mais on est aux alentours de 80-85%.
C'est-à-dire qu'il y a 20% de place. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc déjà, dès les prochaines vacances, on va faire évoluer le système. Vous pouvez appeler l'espace famille à mairie prime pour essayer justement de garantir le maximum de places. On va en créer. Il faut quelques temps pour le créer. C'est pas du jour au lendemain qu'on crée des places. Il faut des animateurs, hein, il faut des normes, il faut construire des choses. Ça se fera avec le temps. Mais je veux dire que là, la bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'il y a beaucoup de territoires en France qui se posent la question comment fermer des écoles, comment fermer les centres de loisirs. Moi, je me pose la question d'ouvrir des crèches et d'ouvrir des centres de loisirs. C'est génial. Quand vous êtes maire et président et que vous posez la question de développer les structures d'accueil pour l'enfance, vous êtes dans un territoire dynamique, un territoire d'avenir. Et donc, ce sont des bonnes nouvelles pour moi et je continue à vouloir investir dans ces structures avec les moyens qui sont les nôtres. Je vous le disais en préambule tout à l'heure, on n'a pas des moyens qui sont infinis et on ne pourra pas tout faire. Ce sont vos impôts. Après, on peut faire le choix, on peut augmenter les impôts et se dire, bah, écoutez, on va augmenter de 10 ou 15% et je peux ouvrir sans loisir. Je ne suis pas persuadé que, quelque part, cela ce soit ce que vous attendiez. Mais voilà, donc oui, on y réfléchit, et notamment pour les enfants inadaptés. Vous savez qu'on a à l'Est, par exemple, la seule Ulysse 4 du Gard. Une classe Ulysse, c'est une classe qui permet d'accueillir les enfants dans les plus grandes difficultés d'insertion. À l'Est, c'est la seule ville à en avoir. Oui, nous avons misé, oui, dans les écoles, il y a 5 millions d'euros à investir pour mettre aux normes en accessibilité nos écoles. Et voilà, tout ça, c'est des projets que nous faisons, et pas en une seule année, ça va se faire sur plusieurs années. Je vois que l'image se fiche, j'espère que vous m'avez... Non, voilà, je me figeais. Bon, je pense que vous m'entendez. Voilà, donc, cher Bruno, voilà. Est-ce que la gare routière d'Alès va être réhabilitée pour qu'elle soit plus moderne et attractive? Slim Bessa. Alors, cher Slim, oui, ça fait partie, c'est un des projets. Alors, sur ce mandat, non, parce que je suis en négociation en ce moment avec la région et la SNCF, c'est quadripartite là-bas, il y a SNCF avec la gare, la région qui est partenaire dans la SMTBA, et donc on est en train de monter un projet, oui, la gare routière sera rénovée, comment dire, le parvis de la gare aussi, SNCF sera rénové, ce sera en 2026-2027, ça fait partie des projets que nous allons mettre en œuvre pour améliorer. C'est un des derniers quartiers du centre-ville qui n'a pas fait l'objet vraiment de rénovation. Et donc voilà. J'essaie d'aller vite parce que je m'aperçois qu'il est 42, il y a encore plein de questions qui arrivent, c'est génial. Il faut augmenter la capacité car c'est saturé en permanence. Virginie Bernard, je pense que vous parlez aussi du sujet précédent, je suis d'accord, mais j'augmente pas comme ça. Là aussi, je peux pas augmenter comme ça les capacités, c'est des accords, c'est de l'organisation, c'est un accord avec la CAF et j'aimerais beaucoup, je vous le dis, je vous le promets, augmenter encore plus et avoir encore plus de centaines d'enfants. Quand ils sont dans nos ALSH, effectivement, ils sont encadrés et ça permet aux parents de pouvoir avoir leurs activités professionnelles. On y travaille et on les a augmentés d'ailleurs, peut-être pas suffisamment, mais on les a augmentés ces 6 dernières années de façon assez importante. Régulation des loyers, un enjeu global pour les commerces et les locataires. Oui, Élise Godechou, oui, bien sûr, la régulation des loyers, mais ça ne dépend pas du maire d'Alès que je suis, ni du président de l'agglomération. Mais là où je suis tout à fait d'accord, c'est que si on veut continuer à être une ville populaire, une ville où la classe moyenne et la classe populaire arrivent à vivre dignement, ben, il faut éviter les spéculations foncières, les spéculations sur les loyers, et je crois qu'il faut que tout le monde fasse un effort. C'est ça le vivre ensemble aussi. C'est-à-dire que si on va chercher toujours plus d'argent, ben on fait fuir ceux qui n'ont pas les moyens, on fait fermer des commerces, et voilà. Donc oui, je travaille là-dessus. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous avons continué d'investir dans le logement social, dans la Grande Rue Jean Moulin et dans les services publics. C'est une des raisons pour lesquelles on a municipalisé beaucoup de services publics, parce qu'on maîtrise, du coup. C'est ce que nous faisons sur le Faubourg du Soleil. Quand nous faisons la rénovation urbaine, nous achetons les ruines, entre guillemets, nous les rénovons, nous y mettons de la mixité sociale, et tout le monde vit ensemble, c'est le vivre ensemble, avec une qualité de vie. Et je veux le redire aussi, j'ai dit à la dernière émission, là aussi, quand on voit qualité de vie par rapport à ce qu'on voit un peu trop souvent maintenant à la télé, sur ce qui se passe même dans des villes moyennes, aujourd'hui, et je touche du bois en disant ça, on est encore protégé, parce qu'on a réussi à créer cette mixité où les gens se rencontrent, se voient, ne sont pas en opposition les uns avec les autres, mais les gens peuvent se croiser. Alors, des problèmes, il y en a sur Alès. Mais effectivement, je pense que la structure de la ville, son organisation, ses politiques publiques mises en place nous permettent de nous protéger un petit peu de ce qui se passe ailleurs.
Bonsoir Monsieur le maire, pouvez-vous dire aux employés municipaux de nettoyer la tribune du stade Pierre-Pureau et d'entretenir mieux la pelouse? Merci Jean-Pierre Campana. Alors, oui et, parce que les employés municipaux, effectivement, ils travaillent, sûrement pas suffisamment comme toute chose, mais vous savez, d'un côté, je n'ai pas la possibilité d'embaucher des dizaines de personnes en plus, ce sont nos impôts. La pelouse est entretenue, c'est vrai qu'elle a souffert. J'ai investi plus de 600 000 euros il y a 2 ans pour faire la pelouse. Quand je la vois parfois, je me désole, là pour le coup. Mais il y a un entretien, il y a aussi comment dire, une société qui nous accompagne, dont c'est le métier. Bon, elle n'est pas si catastrophique que ça, mais c'est vrai que par rapport à l'argent qu'on y a mis, bon là on a vu avec les pluies qui est tombée, je pense que le printemps est enfin arrivé, et le soleil qui va faire dans les prochains jours, je pense que tout ça va bien se renforcer. Là, je viens de louer il y a 2 minutes un appareil qui va tondre automatiquement tous les jours. Vous savez qu'il faut tondre un tout petit peu tous les jours, là, 2-3 mm de la pelouse, comme ça le fortifie et ça permet de tenir. C'est pour ça aussi que lorsqu'il pleut trop, ben, je ferme les stades. C'est pas par plaisir, regardez, samedi dernier, l'OAC n'a pas pu jouer. C'est vrai qu'on aurait pu laisser jouer, flinguer le terrain et après ne pas pouvoir jouer dans les conditions correctes. Tout ça, c'est important. Pour les tribunes, c'est vrai. Et parallèlement, j'aimerais qu'on soit plus nombreux dans les tribunes. Hein, parce que c'est vrai que on y est, peut-être pas suffisamment. Et quelque part, malheureusement, je trouve qu'on n'est pas très nombreux pour soutenir notre belle équipe de foot. Et c'est vrai, je vous invite, parce qu'il y a un beau parcours cette année. Alors, a priori, on ne sera pas premier, si on en croit les chiffres, mais on peut bien terminer et espérer que d'autres ne montent pas en National 2 et peut-être retrouver des collègues pas très lointains dans la division. Moi, je veux y croire toujours. On se parle que du centre-ville, j'habite l'esplanade de Clavière, quartier complètement abandonné. Cher Tatsuki, je pense pas qu'on puisse dire. Je crois qu'il faut aussi qu'on reste un peu quand même mesuré dans nos propos. Clavière n'est pas absolument totalement abandonné. Si je vous disais les budgets que nous y mettons, effectivement, Clavière n'est pas abandonné. Le centre commercial a été totalement restructuré. Quand nous sommes arrivés, là aussi, c'était un centre commercial qui a été fait par une société d'économie mixte, la Sassiva. Est-ce que vous vous rappelez de cet état? Est-ce que vous vous rappelez, on a racheté cette société liquidée, on a réinvesti avec Logis Sevenol, on a refait l'esplanade, on a refait les stationnements devant l'école Romain Roland, on a investi quasiment 1 million d'euros dans l'école, on va continuer d'investir dans cette école, on ne peut pas dire que Clavière est abandonné. C'est pas totalement vrai. Après, il y a des bâtiments privés, ce qu'on appelle les bâticopes, c'est pas la responsabilité de la mairie. Et encore, on met 5 millions d'euros chaque année pour aider les copropriétaires à rénover leur logement. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des bus qui passent, c'est pas le cas dans le quartier, et le quartier de Clavière, il y a des commerçants. Et donc, voilà, je crois qu'il faut qu'on ait un peu de mesure aussi dans ce que nous disons, parce que les quartiers abandonnés, si vous voulez en voir, si vous voulez qu'on aille visiter quelques quartiers abandonnés un peu dans d'autres villes, on va en trouver 2-3. Voilà. Après, on peut faire mieux, et je peux vous garantir que Clavière, c'est après le cœur de ville le quartier le plus habité, et qui fait partie de nos préoccupations, comme tous les quartiers d'Alès. C'est pour ça que nous sommes en réunion de quartier, par exemple. C'est pour ça que nous sommes tous les mois, en plus du quotidien, à rencontrer spécifiquement les habitants. Donc voilà, je peux vous garantir que Clavière, c'est un quartier sur lequel nous misons. Pourquoi Thierry Lefebvre, ça arrive de partout, c'est bien. Pourquoi la fibre n'est pas encore arrivée dans l'impasse Alfred César? Alors comme ça, je ne sais pas. Je vous note, cher Thierry Lefebvre, la question. Là aussi, vous dire qu'il ne se passe pas 2 mois sans que j'écrive à Orange pour leur mettre la pression, pour qu'ils tiennent l'engagement qu'ils avaient pris dans le cadre de ce qu'on appelle l'AMI, l'association, l'appel à manifestation d'intérêt, et donc où ils devaient, avant 2020, câbler quasiment, pas 100%, c'est jamais possible, il y a des endroits où c'est techniquement impossible, on va dire 98% d'Alès. Ils sont très en retard, il y a eu le Covid, ça se développe bien, la ville d'Alès va se terminer, mais il y a encore des endroits où c'est pas possible. Alors, où c'est pas possible, parfois pour plusieurs raisons aussi. Je connais pas ce cas particulier, je vais le regarder. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des impasses privées, parfois il y a des refus de pouvoir passer les fibres en hauteur ou sous terre, et parfois c'est compliqué. Après, il faut raccorder ça à ce qu'on appelle des NRO, des nœuds de raccordement optique, et tout ça, c'est pas aussi simple techniquement. C'est pas pour exonérer Orange, parce qu'ils sont pas très bons, et je suis très en colère contre eux, mais voilà, je vais regarder l'impasse Alfred César, pour vous, enfin, pour vous faire sourire, je suis pas sûr que ça vous fasse sourire, mais dans mon appartement du cœur de ville, en plein cœur de ville, hein, je viens d'avoir la fibre optique, bon avant on avait la DSL, mais je viens d'avoir la fibre optique il y a 6 mois. Voilà, alors qu'on était vraiment en plein centre, à côté d'un NRO.
Donc tout ça est complexe. Voilà, mais je vais regarder ça, cher Thierry. Fabi Bénétrix, bonsoir. Qu'est-ce que vous comptez vous renommer les trottoirs du boulevard Victor Hugo qui sont dans un état pitoyable? Cher Fabi, alors, état pitoyable, j'y suis passé parce qu'on a déjà eu une remarque, vous avez raison, ils ne sont pas en superbe état. État pitoyable, là aussi, je pense que c'est un peu compliqué. Oui, vous avez raison, dans le boulevard Victor Hugo, on doit pouvoir faire mieux. J'ai demandé d'ailleurs il y a quelques mois maintenant. Vous savez, on n'a pas encore voté le budget 2025, hein, ça, on attendait que l'État nous dise comment ils allaient nous manger. Le boulevard Victor Hugo fait partie aujourd'hui des travaux, des trottoirs en tout cas, que nous devons mener. Est-ce qu'ils seront en 2025, les arbitrages sont en cours, ou en 2026, en tout cas prochainement. En tout cas, s'il y a des problèmes, on va dire, très ponctuels de choses un peu sur lesquelles il faut intervenir en urgence, je vous rappelle que vous avez le numéro vert, 0800 540 540 ou par Internet. Et généralement, je vous réponds de suite. Et deuxièmement, quand on peut, on intervient. S'il y a des trous très importants, on arrive à les gérer dans les temps. Voilà, mais je le note, hein, bien sûr, mais c'était déjà fait. Julien Juju. Bonjour Monsieur Rivin, je souhaite à vous dire que le matin dans le secteur rue Soubeyran, rue Jules Cazot, les parents des écoles font des arrêts permanents pour jeter leurs enfants, sachant que je suis artisan, perds environ 10 minutes juste pour traverser la rue Soubeyran. Avez-vous une solution? Car beaucoup de personnes actives, sans forcément avoir des enfants, se retrouvent dans les bouchons. Cher Julien, vous voyez, là, c'est un condensé de tout ce qu'on rencontre au quotidien. Oui, devant l'entrée et la sortie des écoles, il y a beaucoup de problématiques. Il y a des problématiques de sécurité qui sont ma priorité là aussi, pour les enfants. Donc c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui où c'est compliqué. Il y a la problématique des parents qui, bien souvent, effectivement, jettent leurs enfants pour entrer à l'école. Mais jeter ses enfants, c'est s'arrêter, ouvrir la porte, s'assurer qu'ils rentrent bien dans le truc. Ça fait... Mes enfants ont été à l'école Notre-Dame il y a maintenant près de 30 ans. Je connaissais ça il y a 30 ans. Et donc, je peux vous dire que les parents n'ont pas changé à ce niveau-là, peut-être pire, parce qu'avant, on se garait un peu, et puis on les amenait à la main, enfin, j'y allais à pied, moi, mais donc, en l'occurrence, mes enfants y allaient à pied, mais les parents, voilà, donc, j'ai pas vraiment de solution, je peux pas augmenter la rue Soubeyran, je peux pas l'interdire aux parents d'élèves, j'ai envie de vous dire, ne passez pas par la rue Soubeyran, mais si vous y habitez, c'est compliqué. Le matin, ou partez 10 minutes plus tôt, c'est ce que je fais, moi, pour ma part, en tout cas, pour éviter certains bouchons, ben, je pars un peu en avance. Ça veut dire que ça s'appelle de l'organisation de la vie. Voilà, donc effectivement, c'est un problème. Et la solution est très très complexe, très très complexe. Ici, comme dans toutes les écoles de la ville, il y a très peu d'écoles qui sont, il y en a heureusement sur Alès, mais qui sont en totale sécurité parce qu'on a pu, entre guillemets, privatiser une partie pour que les parents se mettent. Mais même là où on met des places, on va dire, spécifiques, parfois les parents se mettent à côté. Bon, donc c'est pas très simple, je le note, et si vraiment on va réfléchir à une solution, si vous l'avez d'ailleurs, vous pouvez me l'envoyer. De la même façon, si vous avez une idée, je suis preneur également pour essayer d'améliorer cette qualité-là. Stéphanie Lose et le désert médical, point d'interrogation, très très galère. Comment vous dire, chère Stéphanie, j'ai eu l'occasion de m'y exprimer, je pense à chacun de ces Facebook Live. C'est on va dire, la santé, c'est la préoccupation première de nos concitoyens, ici comme ailleurs. En second, c'est la sécurité, je vous le rappelle. Et donc, c'est quelque chose dont je me suis emparé très fortement. Vous dire qu'effectivement, nous vivons ici comme là aussi ailleurs. C'est pas pour nous dédouaner que je dis ça, c'est parce que quelque part, s'il y avait Calès qui avait un problème de désertification médicale, je peux vous garantir que j'irai prendrai mon bâton de pèlerin et j'irai shipper des médecins là où il y a un peu le trop-plein. Il n'y a plus de trop-plein de médecins. Le numerus clausus a tué la médecine de ville, ce qu'on appelle la médecine libérale. Personne au niveau national ne s'est préoccupé de cela. A priori, maintenant, ils ont supprimé ce numerus clausus. Le problème, très clairement, c'est qu'il faudra 10 ans pour former des médecins. Toutefois, je vais vous le dire, parce qu'il faut regarder aussi quand les choses s'améliorent. Vous savez, vous avez des tendances. Vous avez des tendances où, effectivement, la démographie médicale et l'âge de nos médecins sur Alès fait que, naturellement, ils vont partir à la retraite dans les prochaines années pour un grand nombre d'entre eux. Ça s'appelle l'ordre logique des choses. Donc, parallèlement, il faut essayer de créer les conditions de faire venir de plus en plus de médecins. Dans quelques jours, pour la 4e fois consécutive, je vais accueillir
20 internes, qui vont venir à l'hôpital d'Alès. Je veux vous le dire aussi, il y a 3 ans, nous avions entre 3 et 5 internes par promotion. Il y en a 2 par an, tous les 6 mois. Depuis 4 ou 5 promotions, nous avons entre 30 et 40 internes qui viennent à l'hôpital d'Alès. Dans les prochains mois, j'ai eu l'occasion de le dire, et je le redis, le directeur du centre hospitalier que j'ai l'honneur de présider l'a dit, il y aura une quarantaine de médecins entre novembre dernier et juin prochain qui vont rejoindre l'hôpital d'Alès. Ces médecins-là vont permettre d'offrir à tous les habitants une solution en matière de santé. Vous dire aussi que pour la première fois depuis l'ouverture de cet hôpital, j'ai demandé au directeur général de l'ARS Occitanie, Didier Jaffre, la création de nouveaux lits à l'hôpital. Et oui, nous allons ouvrir des lits à l'hôpital. Des hôpitaux ferment des lits. Nous, on va en ouvrir. Mais voilà, maison médicale de garde, les urgences vont être restructurées. Aujourd'hui, les seules urgences, vous savez, pour faire fonctionner les urgences d'Alès, il faut avoir cette conscience. Le tableau des effectifs, c'est 24 médecins. 24, c'est énorme, urgentiste. 24 médecins pour fonctionner à H24, 7 sur 7, une ligne de SMUR qui peut sortir, une deuxième ligne qui gère, c'est 24 médecins. On est descendu, il y a, 6-8 mois, à 13 médecins. On n'arrivait pas à le faire. Aujourd'hui, nous sommes 18. Et nous attendons quelques médecins qui devraient nous rejoindre la prochaine. Nous allons retrouver ce système des urgences. Mais les urgences, c'est comme tout. Ça veut dire que c'est l'usage qu'on en fait qui est important. Et donc, si vous voulez, cette démographie médicale s'améliore considérablement par rapport à il y a 2 ans. Et après ces internes-là, ce que je peux vous dire aussi, puisque je les reçois en mairie chacune des promotions, je leur présente la ville, je leur explique quel serait leur bonheur pour eux de s'installer sur Alès après leurs études, qu'il faut revenir, qu'on va les accompagner, qu'on va vraiment les aider. Ben, globalement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons aujourd'hui des engagements parmi ces internes de venir ou de revenir sur Alès à la fin de leurs études. Ça, c'est nouveau. Donc, dans les prochaines années, nous aurons aussi, il y en a au moins 3 d'entre eux, ils ont déjà acheté leur maison pour revenir, donc je sais qu'ils vont venir. Et puis il y en a quelques-uns qui nous disent, bah écoutez, ça a l'air super sympa aujourd'hui, donc je vais revenir à l'hôpital ou en ville. Voilà, donc on mise là-dessus, on va continuer, on continue à faire en sorte de les entretenir. Et parallèlement à ça, nous investissons, c'est pas la compétence ni de la ville ni de l'aglo, la santé, hein. C'est la compétence de l'État. Mais j'ai souhaité aussi que nous investissions. Dans quelques jours, nous poserons la première pierre à Chambord-Hugo, parce qu'il faut penser aussi au nord de l'agglomération. Il n'y a pas qu'Alès, il y a aussi nos amis du nord, où il y a quasiment plus de médecins. C'est 600 000 euros que nous allons investir, l'agglomération. Faire une maison. Il y a quelques jours, nous posions la première pierre d'une maison médicale à Lézan, portée par la mairie, que l'agglo accompagne. Quelques mois auparavant, nous étions à Mons pour un cabinet médical. À Saint-Hilaire, on installe des médecins. Voilà, il y a alentour quand même quelques médecins. Il faut que ça nous donne un peu du moral. Oui, il manque des médecins. Oui, la démographie médicale va pas dans le bon sens. Mais oui, il y a des perspectives qui nous paraissent intéressantes. Et moi, je veux rester optimiste. Et on se bat au quotidien avec mes services, avec les médecins, avec Reseda, le magnifique réseau de santé, pour attirer à nous et leur expliquer que leur bonheur est ici. Parce que leur bonheur, c'est le nôtre. Et le fait qu'ils viennent ici. Donc oui, je veux rester optimiste, oui, nous y travaillons, et non, c'est pas comme partout ailleurs, parce que aujourd'hui, on a plus de médecins et plus d'ouverture de lits. Vous ne trouvez pas beaucoup en région Occitanie d'hôpitaux comme celui d'Alès, d'hôpital comme celui d'Alès, qui vont avoir quelques lits nouveaux, une trentaine de lits, une quarantaine de lits avec des nouveaux services. On ouvre la pneumologie, le SSR, un centre de soins de suite, tout ça. Voilà, on ouvre des nouveaux services, c'est une super nouvelle. Maintenant, à nous de conserver ces médecins. À nous de faire en sorte qu'il reste, parce qu'un médecin, il peut partir où il le souhaite. Donc voilà, 58. Voilà, il y a plein de questions, mais vous voyez, ces questions appellent toujours des réponses un peu longues. Galiscan Mechid, je suis désolé, j'écorche sûrement votre nom. Pour la 2x2 voix, c'est quand que ça se termine, là aussi? On se bat depuis 30 ans. Max Roussan a obtenu le premier, deuxième tronçon. La vieille, quand il était député, a lui aussi travaillé pour ça. Depuis quelque temps, il n'y a plus rien qui se passe. On est en train de se battre pour avoir le contournement ouest de Nîmes, ce qu'on appelle le contournement ouest de Nîmes. On avait l'accord des ministres, de l'État, et puis on revient en compte, et puis on se dit on n'a plus d'argent, l'État, donc on nous demande aux collectivités de participer. Voilà, ça n'arrête pas. Oui, je veux que le contournement ouest de Nîmes soit fait dans les années prochaines, et on continue à se battre avec mon ami Franck Proust, avec tous les maires, avec la présidente du département, avec la présidente de la région, avec le vice-président au transport Jean-Hugues Gibelin. On se bat pour avoir ce contournement ouest de Nîmes. Il faut que l'État mette de l'argent. Et il faut, quand on va le faire, qu'il n'y ait pas d'opposants qui viennent s'enchaîner aussi. Voilà ce qui se passe avec la 69.
Donc là aussi, il faut l'acceptabilité sociale et il faut les financements. Mais on se bat. Pas moi qui vais faire le comptement aux données. Moi, j'ai ni les compétences ni l'argent. Hein, je peux participer et je peux pousser pour expliquer l'importance que c'est pour Alès. Je peux vous garantir que je le fais. Chacun des ministres des Transports, je leur écris, je vais les voir. Là, c'est Tabarot et il sait qu'on en a besoin. Laura Elliott, et ça va être la dernière, il est 59. Est-ce qu'un jour le carnaval reviendra à Alès comme à l'ancienne, avec un défilé, etc. Alors, cher Laura, je ne sais pas de quel carnaval vous parlez, parce qu'il y a un carnaval sur Alès. Mais il est le 14 juillet. Il n'est plus au printemps, parce que il y avait beaucoup de corsos à l'époque, me semble-t-il, il avait été décidé pour des questions de météo, pour des questions diverses et variées. Et là, heureusement qu'on l'a pas eu en mars, hein, avec toutes les pluies qu'il y a eu. Et donc, du coup, il est le 14 juillet. Cette année, vous verrez, après la décision aujourd'hui, on prend des chars qui viennent de Nice et qui seront sympathiques, avec des fleurs qu'on lancera, avec des groupes de musique, avec un concert le 14 juillet, là aussi, il y a un feu d'artifice. Oui, je sais, j'ai vu aussi dans les questions, on nous reproche les feux d'artifice. Oui, vous avez raison, mais chacun peut avoir son avis. Certains n'aiment pas les feux d'artifice, pensent que c'est du gaspillage, d'autres se déplacent en nombre pour voir les feux d'artifice. Le 14 juillet, il y aura un feu d'artifice tout le temps. Ça, je pense que là, fêter la fête nationale, ça paraît important. Le 15 août, il y a un feu d'artifice parce que c'est l'occasion pour les touristes de venir sur Alès. Et après, un Noël, ça fait 3 feux d'artifice par an. C'est pas des sommes impossibles à payer, mais c'est des moments de fête, de joie, de partage pour les grands, pour les petits. Voilà, il n'y a pas 7 feux d'artifice sur Alès, c'est pas totalement vrai. Il y en a 3, parfois 4, il y en a eu, mais il y en aura 3. En tout cas, cette année, 14 juillet, 15 août le dernier samedi de Noël. On peut se le payer, c'est prévu au budget et surtout, il y a des retombées économiques importantes. Quand le 14 juillet, vous avez 10, 20, 30, 40 000 personnes en ville, ils sont dans les bars, ils sont dans les restaurants, ça permet aux restaurateurs de vivre, ça permet aux gens de se rencontrer, de faire la fête, d'aller danser, voilà. Ce sont des choses importantes. Donc le carnaval, c'est le 14 juillet. Si vous avez d'autres... Je suis preneur de vos idées d'ailleurs. Vous pouvez profiter de cette adresse direct@alès.fr. Si vous avez des idées, envoyez-les-moi. Vous pouvez me poser des questions, mais vous pouvez me donner des idées. Vous savez, je me nourris de vos idées. C'est ça la co-construction. J'ai des idées, je suis obligé d'en avoir. Et, globalement, vous m'avez élu pour ça. Et aussi, vous avez le droit d'avoir des idées. Et si elles sont bonnes, finançables et qu'elles servent au plus grand nombre, je les prendrai à mon compte. Je peux vous le promettre. Voilà, mesdames, messieurs, 20h, 1 minute. Il y a encore plein de questions. Alors, pour celles et ceux auxquels on n'a pas répondre, on peut pas répondre. Soit on vous les répondra par écrit, soit au prochain Facebook Live. En tout cas, merci pour votre attention. Rendez-vous le mardi 29 avril à 19h, même lieu, même heure. Vous pouvez retrouver ce Facebook Live autant de fois qu'on le veut sur les réseaux sociaux, sur alès.fr, sur mon Facebook, sur celui de l'Aglo, sur celui de la ville. Et puis, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Vive Alès, vive Alès Agglomération. Et